et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, notamment le maniement de cette langue extraordinaire qu'est la langue française. Et j'y travaille tous les jours, quoi. Mon livre de chevet, c'est un dictionnaire. Petit à petit, j'essaie d'avancer dans cette voie. Vous êtes à la page combien? C'est un livre extraordinaire parce qu'il n'y a pas besoin de... C'est ça. Un mot, quelque chose de très très émouvant, vraiment. Et je voulais pas qu'on se quitte sans qu'on parle de ça, puis après vous poserez des questions. La relation avec votre père. C'est quelqu'un qui est venu en France, qui a eu la vie dure, qui vous a élevé, a fait tout ce qu'il a pu, comme beaucoup de parents. Il s'est sacrifié, beaucoup de bonheur dans sa vie. Et puis vous l'avez à une époque, comme beaucoup d'adolescents, pas écouté, pensé que il était naze et tout ça. Hein. Parce qu'il savait pas parler. Et puis, après tout ce trajet, les erreurs, les bonnes choses, les bonheurs, vous avez retrouvé un dialogue avec votre père. Bah pour une raison toute simple, en fait, c'est que pendant des années, donc, je ne l'écoute pas, je ne le regarde pas, donc bien que la main soit en permanence tendue. Et moi, j'ai le souvenir, en fait, le souvenir que j'ai de mon père quand j'étais jeune, c'est qu'il rentre à la maison exténué, qu'il boit son café et qu'il s'endort. C'est vraiment l'image marquante que j'ai de lui. Et en fait, finalement, quand il arrive à la retraite, j'ai le temps, en fait, de le découvrir et de parler avec lui, parce que j'habite chez mes parents à ce moment-là. Et je me rends compte, en fait, que tout ce que je cherche à travers la planète, je l'ai dans la chambre à côté. C'est pour ça que je dis cette phrase, le maître dort dans la chambre à côté, qui aurait été peut-être le titre du livre si ça n'avait pas été la barbe. Et pour moi, ça résume assez bien la situation, parce que c'est finalement le cas de beaucoup d'enfants. Et on se rend compte que nos parents, en fait, sont des gens extraordinaires et qu'ils ont la clé. Pierre-Jean Luzard parlait de son père qui l'a initié d'une certaine manière, et j'imagine que c'est le cas pour pratiquement la plupart des gens qui sont dans cette salle et presque toute la planète. Et moi, je me rends compte au bout d'un moment, et quand je me rends compte, je me dis, arrête de courir et arrête d'essayer de ressembler à des gens que tu ne connais finalement pas, et mets ta main dans la main de celui qui te l'attend en permanence. Ça a été une joie énorme pour lui de vous retrouver? Ça a été une joie énorme, on a mis un petit peu de temps, mais ça a été une joie énorme d'écrire ce livre aussi, parce que mon père m'a dit une chose pendant que j'écrivais le livre. Il m'a dit, donc lui, c'est quelqu'un qui vient d'Algérie, qui est analphabète et qui a beaucoup souffert justement de ce changement d'atmosphère, de vie. Et il m'a dit, pendant que j'écrivais ce livre, que le jour le plus sombre de sa vie, c'est le jour où je lui annonçais que j'arrêtais l'école. Et donc voilà, pour moi aussi, quand j'ai accepté la proposition du Seuil, c'était aussi une manière de leur rendre hommage, de leur demander pardon aussi, et de voir son nom, en fait, écrit sur un livre édité au Seuil. Et c'est ma manière à moi, bon, très, très humblement, parce que je ne rendrai jamais un dixième de tout ce qu'ils m'ont donné, d'essayer de lui rendre hommage et de renouer le lien. Et maintenant, ça se passe très bien. Et comment il vous regarde maintenant? Toujours avec beaucoup de curiosité, parce que je suis un peu le petit garçon singulier de la famille. J'ai mes frères et sœurs, en fait, mon frère et mes sœurs qui sont bien, j'ai envie de dire, calibrés. Et moi, en fait, j'ai un cheminement tellement incroyable et tellement étrange parfois qu'ils me regardent toujours avec un peu de curiosité, mais ils sont très contents. Ils sont contents de me voir bien accompagné, ils sont contents de me voir justement témoigner et de me voir évoluer finalement vers une vie d'adulte un peu plus responsable que ce que j'étais. Si vous avez un enfant ou pas? Pas encore. Mais si vous en avez, vous serez dans quelle position vis-à-vis d'un enfant? J'essaierai de l'éduquer, en fait, à travailler son intelligence. Et parce que l'intelligence, je crois beaucoup en l'intelligence, en fait, et l'intelligence, ça permet de voir, en fait, l'invisible d'une certaine manière. Et j'essaierai de l'éduquer, en fait, dans cette voie, et le laisser faire ses choix à la lumière de son intelligence. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens ont des questions à poser à ces deux personnes? Juste avant les questions, je voulais dire un mot. J'ai trouvé ces deux personnes vraiment intéressantes, comme je vous le disais au début, avant qu'on les reçoive. C'est important de pouvoir comprendre des choses, de pouvoir sortir de ce qu'on nous dit et ce qu'on ressasse tous, de ce qu'on croit savoir. C'est bien d'avoir ces deux vies et ces deux opinions sur ce qui se passe et qui nous concerne tous, on l'a bien compris, qui nous concernera pendant toutes les années qui viennent. Et ce qui est intéressant dans le chemin de Omar Ben Lala, c'est l'itinéraire. C'est que les jeunes
chaque jeune dans sa vie a quelques années d'hésitation, où il cherche quelque chose. Les parents sont là, pas là, voilà, tout peut arriver. Et la vie n'est pas faite des 3-4 années d'hésitation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, c'est ce que je retiens de la lecture de votre livre. On ne peut pas juger une vie sur les 3-4 ans d'hésitation que toute personne a traversé quand il avait entre 15 et 20 ans. Et ce que je retiens de Luisard, c'est qu'est-ce qu'on nous a raconté comme histoire? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit pendant toutes ces années? C'est lourd, hein? C'est lourd. Voilà. Question? On repasse des micros, hein, parce que les gens n'entendent pas derrière, sinon. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi je suis moins enthousiasmé que ce que vous semblez. Je ne suis pas enthousiasmé, je dis, voilà. Justement, vous avez posé des questions, notamment à M. Luisard, et moi je n'ai pas été éclairé par ces... Alors, reposez-lui la question. Vous lui avez posé plusieurs fois l'émergence de Daesh. Il a évité de répondre à ça. Allez-y. Alors est-ce que, je ne sais pas, en lui donnant une seconde chance, il va nous expliquer comment est né... S'il vous plaît, 30... Ah oui, comment est né? Ah d'accord. Avec des moyens, comme vous l'avez très bien fait remarquer, des moyens en armement, des moyens en capitaux, qui sont nécessaires pour élaborer quelque forme de révolution qui soit. D'accord. Alors on lui laisse une deuxième chance. Bon, alors, s'il vous plaît. Merci pour cette deuxième chance. C'est vrai que si on finit la soirée sans que... L'éternel fait colonial, hein. La tarte à la crème de Jean Algar de gauche. Allez. Bon, il y a quand même une réalité historique à laquelle il faut se référer. C'est le fait que ce que j'ai appelé le retour de l'histoire nous renvoie malgré tout, et d'ailleurs l'État islamique s'en est emparé à dessein, hein, c'est-à-dire à faire remonter à la création des États au Moyen-Orient par la France et la Grande-Bretagne, donc des États arabes sous mandat, les problèmes que rencontrent ces États aujourd'hui, leur crise et leur déliquescence. Mais si vous voulez, pour être bref, qu'est-ce qui a fait la... Parce que c'est vrai que c'est une question... c'est incroyable ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui explique l'expansion fulgurante de l'État islamique sur le court terme? Donc je l'ai dit, c'est la politique confessionnelle du gouvernement irakien à majorité chiite et kurde. Sur un terme moyen, c'est l'échec de la reconstruction politique de l'État irakien avec l'impossibilité d'inclure les Arabes sunnites dans un système politique à la libanaise, où il y a toujours des exclus. Et à plus long terme, c'est ces deux États irakiens, celui de 1920 fondé par les Britanniques et celui de 2003 par les Américains, qui sont des États qui, du fait d'une occupation étrangère, ne peuvent pas se construire sur une base citoyenne, mais sur une base communautaire, en l'occurrence une base confessionnelle. Donc les Américains ont pris les exclus de l'ancien système, les chiites et les Kurdes, pour les promouvoir les principaux bénéficiaires du nouveau système, excluant du coup ceux qui avaient eu le monopole du pouvoir. Mais c'est ça qui explique l'avancée fulgurante de l'État islamique, c'est que les Arabes sunnites n'accepteront jamais de vivre en Irak comme une minorité sans pouvoir et sans ressources, et pourtant c'est le sort qui leur est promis dans le système politique actuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été une personne qui a permis l'émergence de tout ce qui a fanatisé, qui a électrisé tout ça, qui s'est montré... Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a... Non, si vous voulez, il y a eu une rencontre entre des groupuscules salafistes dont l'existence remontait au régime de Saddam Hussein, mais qui étaient extrêmement minoritaires, et qui sont devenus en osmose avec une population qui, sans être salafiste, s'est donné à eux au début comme on se donne au diable,
mais qui au fil du temps a pris une part de plus en plus importante. En décidant que leur survie passait par eux. En décidant que leur survie, et y compris du projet politique étatique et transfrontalier de l'État islamique. Aujourd'hui, une ville comme Mossoul, encore une fois, ne pourrait pas être sous la domination de quelques milliers de miliciens s'il n'y avait pas un soutien populaire. D'autres questions? Oui, c'est vrai. C'est bizarrement... il n'y a pas... Alors, il y a de manière visible, une figure emblématique qui est celle du calife Abou Bakr el-Baghdadi, dont on ne sait pas, à vrai dire, quelle est la réalité du pouvoir. Ce qui est important et ce qui différencie l'État islamique d'Al-Qaïda, c'est que l'État islamique a très vite remis le pouvoir, délégué le pouvoir localement à des acteurs locaux. Ces acteurs locaux, ce sont des chefs de tribus, des chefs de clans, des chefs de quartier, l'establishment sunnite de l'époque de Saddam Hussein et des militaires de l'ex-armée de Saddam Hussein. Donc, à Mossoul, à Tikrit, à Fallujah, par exemple, ce sont des gens du cru qui gèrent leur ville, à la condition que le drapeau de l'État islamique soit le seul utilisé, et aussi voilà, qu'il y ait une conformité avec une politique de conformité donc aux mœurs que l'État islamique veut imposer par la force, avec le port du voile obligatoire, un comportement de très forte contrainte sur les comportements, mais aussi la lutte contre la corruption, puisque c'est en partie là-dessus que l'État islamique a réussi à s'acquérir une certaine popularité, notamment à Mossoul. Un mot, la sauvagerie affichée de ce système, c'est quelque chose de décidé, c'est une politique menée. La sauvagerie médiatisée de l'État islamique, elle vise d'abord évidemment à terroriser les populations et à les dissuader de se révolter pour celles qui en auraient les velléités contre le nouvel ordre, mais elle vise aussi à faire apparaître l'État islamique comme l'avant-garde des mouvements salafistes et à fédérer les mouvements salafistes sous son autorité, ce qu'on a vu notamment en Irak, puisqu'en Irak, l'État islamique a incorporé Al-Qaïda, ce qui n'est pas le cas en Syrie, et on le voit aujourd'hui, il ne se passe pas de semaine sans que tel groupe en Égypte, en Libye, au Mali, au Nigeria, au Yémen, fasse allégeance à l'État islamique. Donc c'est une sorte de modus operandi qui permet à l'État islamique, par sa sauvagerie, d'apparaître comme à la tête donc de celui qui combat les croisés, puisque c'est comme ça que l'État islamique et les salafistes appellent les chrétiens. Les occidentaux. Et voilà. D'autres questions? Oui, madame. On vous passe un micro. Merci. Alors, en ce qui concerne l'avenir de l'État islamique, vous avez semblé dire que l'État islamique va prendre un statut d'État au même titre que ses voisins. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus cette projection dans l'avenir ? Alors, si on me pose la question, l'État islamique qui se revendique avec un projet étatique, est-il un État ? Ma réponse est, c'est un État en formation. Donc, il a un territoire, il a une armée, il a un pouvoir exécutif, il a un pouvoir judiciaire, il a ses propres lois. Simplement, c'est un État hors la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas un État avec lequel, par exemple, les régimes arabes en place ou les puissances occidentales pourront un jour signer un traité de paix. On n'imagine pas un traité de paix disant, voilà, nous reconnaissons la légitimité de l'État islamique d'un côté et telle frontière de l'État islamique de l'autre. Non. L'État islamique, d'ailleurs, vous vous en souvenez certainement, jusqu'en juin dernier, s'appelait l'État islamique en Irak et au Levant.
relevant. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus menaçant. Il s'appelle l'État islamique, ça veut dire que c'est un État sans frontières. Et on a très bien vu comment ce passage de l'un à l'autre a correspondu à une déclaration de guerre généralisée à tous les États arabes, quels qu'ils soient, non seulement les États qui ont eu une origine coloniale, mais des États qui avaient pendant longtemps été hésitants envers l'État islamique, notamment le Qatar et l'Arabie saoudite, qui sont aujourd'hui nommément désignés comme des États à abattre du fait de leur alliance avec les États-Unis et avec les pays occidentaux. Donc l'État islamique se veut un État de droit. Il en a certaines capacités, mais il ne sera jamais un État parmi d'autres. C'est un État hors la loi. C'est bon? Oui. Merci. J'ai une question. Il y a quelqu'un? Pardon. Oui. Est-ce que les pays occidentaux reconnaissent leurs responsabilités dans la chute des dictateurs comme Saddam Hussein et Kadhafi? Si ces deux dictateurs étaient encore là, non pas qu'on souhaite qu'ils soient là, mais le fait qu'ils ne soient plus là a contribué à une déstabilisation complète de la région. Et ils ont, à mon sens, une responsabilité dans la naissance de l'État Daesh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, alors si vous voulez, en même temps, je répondrai à la première personne qui m'a interpellé pour dire que je n'ai pas bon, je me considère avant tout comme chercheur et non pas comme un militant, et je ne pointe pas un péché originel d'une création coloniale de certains États arabes comme étant la cause principale de leur crise aujourd'hui. La meilleure preuve en est que des États qui sont des créations coloniales ont évolué vers la démocratie et que d'autres qui ne le sont pas, comme le Yémen par exemple, qui n'est pas une création coloniale, se trouvent aujourd'hui dans le même état que l'Irak, la Libye ou d'autres États. Donc vous avez raison, il y a eu cette politique des pays occidentaux pendant très longtemps de soutenir des régimes autoritaires pour différentes raisons, mais une des raisons était très probablement qu'ils apparaissaient, ces régimes autoritaires, comme un rempart contre des mouvements islamistes, frères musulmans ou autres, considérés comme tournant le dos à un développement démocratique du pays. Là-dessus, il y a eu les printemps arabes, et les printemps arabes, en fait, ont témoigné de l'émergence de sociétés civiles, mais le constat peut-être le plus triste aujourd'hui, c'est que l'occupation américaine de l'Irak et le printemps arabe en Syrie ont abouti à au même résultat, c'est-à-dire au résultat de guerres confessionnelles et d'éclatement du pays à l'infini, ce qui me fait dire que la situation actuelle certainement est redevable aux régimes autoritaires qui sont tombés, mais qu'il faut voir bien au-delà de ces régimes autoritaires, du régime de Saddam Hussein ou du régime de Bachar el-Assad ou de celui de Kadhafi en Libye, dans la genèse des États qui, encore une fois, n'ont jamais réussi à être des États représentatifs de l'ensemble de leur population. Et le plus évident, c'est en l'occurrence l'État irakien qui a été en guerre contre sa société, notamment chiites et kurdes, de façon permanente. Voilà, tantôt il est 10h30. Merci beaucoup. Moi, je partage les interrogations. On n'a pas tout compris ce soir, mais voilà, on a entendu des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Et peut-être qu'en revisitant les choses, on s'intéressera plus et on essaiera de comprendre, parce que il s'agit de, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, tous les deux d'ailleurs, votre itinéraire et vos analyses nous laissent à penser que les années qui viennent vont être attachées assez fermement à tout ce qui se passe au Proche-Orient et en Libye, au bord de la Méditerranée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez les retrouver dans le hall.
Merci.